Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission, le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Bon matin, José. C'est effrayant, hein, l'article et surtout la statistique qu'il y a dans l'article que vous m'avez référé. Ça vous a touché, ça m'a touché, je suis stupéfaite pour être bien franche. Puis j'ai hâte qu'on en discute ensemble, vous et moi. C'est concernant moi, c'est la statistique, mais la nouvelle en tant que telle, c'est qu'il y a un regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales qui a lancé une campagne de sensibilisation pour inciter les employeurs à mettre en place des mesures de protection dans les milieux de travail pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. Bon, déjà là, on en discutera, là, mais comment vont-ils faire ça? C'est une grosse question, là. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, je dirais, c'est la statistique suivante qui vient d'une étude de l'Université Western de London en Ontario qui indique qu'il y a une travailleuse canadienne sur 3 qui dit avoir été victime de violences conjugales. Sérieux, c'est 1 sur 3. Si c'est vrai, c'est extrêmement inquiétant. On est supposé être un pays civilisé. José, on n'est pas un pays du tiers-monde, là. Tu sais, on n'est pas au Guatemala puis au Honduras. Ou, peut-être sommes-nous, sous des dehors bien enrobés, guère mieux que le Honduras et le Guatemala, où des individus, des hommes, violentent leurs conjointes et les pourchassent jusqu'au travail. Le titre, peut-être, est-il fallacieux. C'est « Victime de violences conjugales jusqu'à la job ». Ça, c'est le titre. On aurait pu mettre « Victime de violences conjugales jusqu'au travail ». Je pense qu'on pourrait peut-être commencer à surveiller un peu notre français. C'est pas mauvais parce que la négligence de la langue dans des médias aussi lus que le Journal de Montréal n'est pas acceptable. Ceci étant dit, alors, par courriel, par texto et par visite sur les lieux de travail, si c'est vrai, on va prendre des mesures. Maintenant, la donnée de base, la prémisse de base, est-ce que c'est un problème qui a été exagéré? Il y aurait un biais de sondage statistique? C'est toujours possible. On se méfie, on est prudent. Mais ça part où, la violence conjugale? C'est de là, là. Ouais. Si, exemple, c'est à la question, est-ce qu'un de vos conjoints a déjà élevé la voix? On élimine un peu, là. Oui. Il y a différents degrés là, dans la violence conjugale. On s'entend, là. Oui. Texto au travail, courriel au travail, visite sur le lieu de travail par le conjoint. Alors là, on a des éléments, on a 3 éléments cités objectifs. Messieurs, est-ce que c'est vrai que vous textez de façon menaçante votre conjointe à son travail? L'avez-vous vu ici, là? L'étude du Conference Board du Canada? 3/4 des employeurs au pays ont dû protéger une victime de violence familiale. Ça, je ne le savais pas. Tu viens de te découvrir ça ce matin? Non, c'était dans l'article, c'était sur tvanouvelle.ca. Moi, là, j'ai pris mon information. Ah, OK. Oh, c'était plus complet. Puis, c'est 3/4 des employeurs. Fait que moi, on s'en est pas parlé, là. Mais j'aimerais ça parler ce matin à des femmes qui l'ont vécu en milieu de travail, le harcèlement ou les textos ou les courriels ou de la visite sur le lieu de travail. Mais j'aimerais ça parler avec des employeurs qui ont dû gérer ça. Oui. Et ça va nous amener à des mesures. Alors, si tel est le cas, si c'est vrai, on va prendre des mesures. Mais quelles mesures? Bon. Dans l'article, là, oui. On dit l'employeur peut aménager le poste et les conditions de travail de la victime si elle le souhaite, mettre en place des mesures de sécurité adaptées comme filtrage des appels, procédure si le conjoint se présente sur le lieu de travail.
Mais c'est parce que on n'est pas dans un film de Walt Disney, là. Tu sais, chaque entreprise a une structure différente, un aménagement différent, un stationnement différent. Ça va jusque où, là, la responsabilité des employeurs de protéger leurs employés? En passant, je ne dis pas que vous n'avez pas, là, mais comment tu fais ça concrètement? Bon, oui, il va y avoir des mesures concrètes. Et j'en ai des solutions. Alors, qu'il y ait d'identifier, le moindrement que l'entreprise le permet, que la personne qui est violentée pendant son corps de travail, que ce soit des menaces par texto, des bêtises, des menaces, courriels ou des visites sur le lieu de travail, qu'il y ait quelqu'un d'identifié pour recevoir les confidences de la personne. Évidemment, qui dit confidence va dire preuve. On va faire des captures d'écran. On va enregistrer les appels téléphoniques. Ben oui, quand Gus va appeler, quand notre champion va appeler, on va l'enregistrer. N'est-ce pas? J'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Non, mais c'est parce que Gus, quand il appelle, il doit appeler sur le cellulaire. Là. Puis il doit écrire par courriel ou sur le texto du cellulaire. Oui, bien, cette femme-là qui va se confier, dire, regardez, je viens pas me plaindre. Je viens vous informer que je reçois ça pendant mes heures de travail et ça me dérange. C'est important que l'employeur soit au courant. Bon. Lorsque Gus se présente, on prévoit un petit mécanisme très simple. Il va être accueilli préférablement par 2 hommes. Pourquoi 2? Parce que Gus, sais-tu qu'est-ce qu'il fait habituellement? Il est aguerri. Il connaît la loi, Gus. Il va porter plainte à la police pour intimidation et menace. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma pratique. Lorsqu'il y a 2 hommes qui l'accueillent... Il y en a un pour témoigner. Gus est pas mal plus tranquille. Il est pas mal plus tranquille. Bon, les 2 hommes font quoi? Ils lui servent un avertissement. Écoute, ta conjointe, tu ne viens plus la déranger ici. 2e fois que Gus se présente sur le stationnement, les 2 gars le prennent, ou à 3, et le mettent en état d'arrestation citoyenne. Tiens. Arrestation citoyenne. Très peu connue dans le Canada français. Ça fait nouvelle à chaque fois qu'il y en a un qui fait ça, tellement que c'est peu fréquent. On se met à 3. Pas 1, parce qu'il va y avoir une bataille. Pas 2, on se met à 3. Pour l'arrestation citoyenne, c'est 3. Préférablement. Et là, on appelle la police. La police vient le quérir. Ça fait 2 fois qu'il se présente, il y a des témoins, etc. Police va prendre en charge à partir de là. Arrestation citoyenne, pour ceux qui croient que je rêve en couleur, en fin de semaine, sur le pont de Londres, il y a un champion qui s'est promené avec 2 gros couteaux. 3 hommes ont dit « Hey, champion, ça va s'arrêter sur le pont. » Ils l'ont arrêté, arrestation citoyenne, sur le pont de Londres. La police est arrivée, ils l'ont tiré. Bon. L'arrestation citoyenne avait été très respectueuse. Maintenant, l'arrestation policière s'est soldée par une balle pour notre champion. Bon. Mais moi, j'ai quand même une question aussi, là. Puis c'est là que ça devient délicat. Parce que là, on fait appel aux employeurs. Celles qu'ils vivent, elles veulent-tu que le Gus se fasse arrêter civilement ou que la police vienne s'en mêler? À partir de quand? Il y en a qui endurent. Puis après ça, ils en veulent plus à ceux qui les ont aidés. Oui, je comprends. La vie commune avec le champion violent, ça regarde les protagonistes. OK, je comprends. On te reste le champion n'a pas le droit de se présenter sur le stationnement et dans l'entreprise où travaille madame. Est-ce que c'est clair? J'ai bien dit sur le stationnement. Ces stationnements-là sont des stationnements privés, pas publics. Alors, qu'il soit sur le stationnement pour faire peur et écœurer, haranguer madame, sa conjointe sur l'heure du midi. Non. Champion, c'est un stationnement privé, là. C'est pas un centre d'achat ici, là. OK? Mais... Et lorsqu'il se présente en dedans, la même chose. Il est sur un lieu de travail. Il peut pas
s'introduire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises. As-tu remarqué, moi, j'en reviens pas, le nombre d'entreprises où les portes sont barrées. Tu n'as pas accès. Pourquoi? Il doit y avoir un problème qui perdure depuis un certain temps. Des craintes. Mais encore là, ça dépend du genre d'entreprise. La madame, elle vend des vêtements dans une boutique. Oui. N'importe qui peut rentrer, là. Tu sais? Oui. Mais il y a des selon les types d'entreprises, effectivement, mais lorsque Gus se présente et madame a peur, il est du devoir de l'employeur de réagir. Sinon, ça ne fonctionne pas, là. Femme 29, mon ex-conjoint était sans emploi et il m'attendait à l'extérieur de l'établissement où je travaillais pour s'assurer que je le trompais pas. Bon. Madame, est-ce qu'il vous attendait dans la rue ou s'il vous attendait sur un stationnement d'entreprise privée? Ou sur un stationnement public de centre d'achat, par exemple? C'est important, là. Le lieu est important. Ce sont des détails, tu vas me dire? Ah, mais il peut être chez eux, puis la texter à tout bout de champ, puis faire des menaces. Tu sais, Oui. C'est encore du harcèlement. Il n'est pas sur les lieux, mais il harcèle elle alors qu'elle est au travail. Oui. Alors, il est important que les employeurs prévoient, si la fréquence est telle qu'on nous le dit, si c'est anecdotique, on ne commencera pas à mettre des structures en place pour des anecdotes, des événements anecdotiques qui surviennent une fois par 10 ans. Là, l'Université Western de London, en Ontario, nous apprend que ce serait une travailleuse sur 3 actuellement. Oui. Mais c'est en passant, elle a répondu, c'était dans le stationnement du restaurant. Tu sais, c'est ça, chaque entreprise a son aménagement, là. Est-ce que, après un avertissement sérieux de la part de 2 hommes sur le terrain de stationnement, à l'effet que, écoute bien, champion, tu fais peur à ta conjointe puis tu fais peur aux autres employés. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que tout le monde le sait, là, que champion est sur le stationnement. S'il y a un élément d'intimidation, de crainte, à mon humble avis, l'employeur est tout à fait légitimé de demander à 2 hommes d'aller lui servir un avertissement. Écoute, OK, on jase, on prend cette histoire-là, on la poursuit avec mon film à cette heure. Oui, allons-y. OK, le même Gus, là, il est dans le stationnement, il l'attend. OK? Ouais. Puis là, il y en a 2 qui vont dehors pour lui faire l'avertissement. Elle retourne chez eux après. Oui. Ça se passe comment? Bon. Ben c'est ça. Non, attendez un peu, là. Il va dire, comment ça? Eux autres sont venus me voir. Comment ça? Ils te protègent de même. Coudonc, tu couches-tu avec eux autres? C'est quoi leur intérêt là-dedans? Je suis pas sûre que ça va faire taire ou faire cesser l'activité de surveillance de monsieur. Je pense que ça va redoubler, moi. Écoute, 2 possibilités. 75% des cas, Gus est un pleute, un lâche. Le fait d'être averti par 2 hommes, il va garder... OK. Il va se restreindre. OK? Mais, dans 25% des cas, Gus va être furax. Fait que c'est une chance. 25% des chances. Et en autant que je suis concerné, je n'ai jamais adopté la ligne préconisée par Jacques Talbot de l'Institut Pinel. Lui, à cause du pourcentage de cas de batteurs de femmes qui devenaient encore plus furieux après avoir été confrontés, il a écrit un rapport de 20 pages contre ton humble serviteur qui recommandait la légitime défense. À l'occasion, il est préférable de crever l'abcès. À l'occasion. C'est pas des règles mur à mur, là. Mais après un premier avertissement, lequel sera suivi au prochain d'une arrestation, il se pourrait que Gus marche les fesses serrées. Une arrestation citoyenne. On va aller à la pause, là. Moi, j'aimerais vraiment entendre des gens qui l'ont vécu. Comment vous avez géré ça? Comment vous avez géré ça, premièrement, en tant que femme, qui se fait harceler jusqu'en milieu de travail?
Tu sais, puis ce qui doit être encore plus tough, c'est quand c'est le conjoint actuel. Quand c'est l'ex qui te fait ça, t'appelles la police, puis il a pas le droit de t'approcher, puis tu sais, j'imagine qu'il y a des solutions, là. Mais quand tu vis encore avec, là... Alors, le 811, écoute, l'histoire du Québec, José, c'est important qu'on se le dise, là. L'histoire du Québec est truffée. Je crois que c'est le 811 qui est un interdit de contact d'approcher pour les ex. José, dans ma simple pratique, tu n'as pas idée le pourcentage, le nombre d'hommes qui ont transgressé allègrement cet interdit légal. L'interdit légal, à mon humble avis, a moins d'impact que la désapprobation par 2 hommes. Maintenant, écoute, j'ai pas d'études. Ça serait un 810. J'ai dit un 811? Ben, j'étais proche. Fait que... Un 810. OK, merci. On va aller à la pause. Je le dis souvent, mais c'est comme ça. Moi, j'aime tellement ça, animer cette émission-là avec vous et avec les auditeurs. Mais j'ai vraiment hâte là, que le téléphone sonne. J'ai vraiment hâte que des femmes nous expliquent comment elles ont dû à gérer ça, là. Et même en tant qu'employeur. Oui. Non, là, qui ont dû en gérer des situations. Comment ça s'est passé? Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez la même affaire? Oui. Parlez-nous de votre expérience. Parce que là, l'heure est grave. 1 sur 3. Ça n'a pas d'allure. 1 sur 3. Regardez autour de vous autres. C'est ça. Mais, José, t'as exclu un groupe. T'as exclu le groupe le plus concerné. Qui donc? Les hommes violents. OK, vous pensez que... Mais c'est des pleutes. Ils appelleront pas. Oui, mais... Ils pourraient peut-être faire un petit effort. Racontez-nous ça. Racontez-nous ce que vous avez fait récemment. Et, si vous êtes trop large pour nous le raconter en ondes, racontez-nous-le par texto. Ne serait-ce pas une voix anonyme précieuse pour vous... On veut vous entendre. Ceux qui... Hey, vous êtes beaucoup de monde, là. On va cesser de vous ignorer. Ben, s'il y a une femme sur 3 qui dit avoir vécu de la violence conjugale, ça prend autant d'hommes. Le calcul est... Ou c'est le même homme qui en a fait subir à plusieurs femmes, là? Mais actuellement, de façon contemporaine, ou tout récemment. Okay. Messieurs, qu'est-ce que vous êtes allés jusqu'où? Faut arrêter, là. On n'arrête pas de prendre du retard. Benjamin, merci beaucoup. On va à la pause de maintenant. On veut vous entendre. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Nous sommes de retour, donc, dans cette... Attendez un petit peu, là. Aujourd'hui, je suis déstabilisée techniquement. Bon. Alors, donc, c'est un sujet qui est très perturbant, je trouve. Puis on n'a pas d'appel encore. J'aimerais vraiment, aujourd'hui particulièrement, parce que je pense que ça peut aider. Moi, je me souviens, Doc, là, j'étais très, très jeune. Et il y avait l'émission de Oprah Winfrey, okay, qui avait fait quelque chose de vraiment spécial. Oui. Elle, puis c'était une émission sur la violence conjugale. Et elle, son émission, qui était écoutée beaucoup par les madames, on s'entend, elle avait fait un show spécial, Comment vous préparer à dégarpir. Fait que là, elle avait invité dans son... Je le réfléchis à haute voix, là, ça me remonte en moi, là. Puis elle avait fait faire les bagages, là. Ça vous prend tel papier, ça vous prend telle affaire, ça vous prend telle place que... T'sais. Et là, c'était comme pour préparer les femmes qui étaient victimes de violences conjugales à sacrer leur camp de là, préparer. Ça m'avait tellement marqué. C'était comme... Tu sais, du jamais vu d'habitude de temps en temps. Fait qu'aujourd'hui, je la vois un peu comme ça, l'émission. Ceux qui ont vécu de la violence conjugale, puis que ça s'est ramassé même en milieu de travail, comment vous avez géré ça? Et les employeurs, si vous l'avez aussi eu à gérer cette situation-là avec un de vos employés, ou même un collègue, c'est peut-être un collègue qui est venu en aide, là. Racontez-nous. Je pense que ça peut être aidant parce que c'est pas des farces. Vous dites l'heure juste là, comme expression pour l'émission, mais moi, je dis l'heure est grave. Là. 1 travailleuse sur 3 victimes de violences conjugales. Là, il faut s'aider entre femmes. Là. Et les hommes peuvent aider aussi. Là. Donc, si vous l'avez vécu, aidez-en au moins une autre.
puis comme employeur, aider d'autres employeurs. Il y en a peut-être qui sont totalement démunis. Il y en a peut-être des employeurs qui font ça à leur femme en passant, là. Non, mais, tu sais... Oui. Mettre en place ça dans des entreprises, mais il ouais. faut que les personnes soient adéquates aussi là, pour pouvoir aider. Là. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Est-ce que les hommes se rendent compte de ce qu'ils font ou pour eux, c'est normal? Est-ce que je pourrais te suggérer un coup de son? Parmi nos auditrices, On y va actuellement, direct. il y a énormément de monde qui nous écoute à travers tout le Québec. Est-ce qu'il y en a dont le conjoint est violent jusqu'au travail? Texto, courriel, visite à l'impromptu. OK. Sur le stationnement ou dans l'entreprise. Dans notre auditoire, Oui? présentement, Oui. pas v'là 5 ans, pas v'là 10 ans, à l'heure où on se parle, Non, actuellement. êtes-vous victime de violence conjugale? Puis est-ce que ça va même vous Jusqu'au rejoindre travail. jusqu'au travail? Tu vois, les gens se questionnent à savoir ça commence où, la violence conjugale. Moi, ça m'a toujours fasciné, ça. Tout à l'heure, on va établir des balises très simples. Texto, d'engueulage répété ou de menaces. Courriel, la même chose, de menaces ou de bêtises pendant que vous êtes sur votre lieu de travail. Et visite, soit sur le stationnement de l'entreprise ou carrément à l'intérieur. Surveillance, là. Espionnage. Il y a des paramètres objectifs. Mais là. ça, c'est pour notre sujet du jour concernant la violence qui suit jusqu'en milieu de travail. Exact. Mais, juste avant d'aller parler avec Hector, Oui. la violence conjugale, à partir du moment, moi, je pense, là, que tu te demandes, c'est-tu normal? Tu devrais avoir une lumière qui allume. Moi, je pense. Ouais, C'est parce que moi, j'ai déjà entendu c'est ça. un grand débat, oui. C'est normal quand il me serre le bras, là? Non, c'est pas normal. C'est-tu normal qu'il fouille dans mon cellulaire? On a ça comme question, là. Non, c'est pas normal. Non, c'est ça. Et c'est ce qu'il fait suite à avoir fouillé dans le cellulaire. C'est là que la violence. Le fait de fouiller dans votre cellulaire, c'est une indiscrétion. Que fait-il avec ce qu'il découvre? Il vous engueule? Ça, c'est violent. Tranquillement. Mais là, on se penchera pas, on commencera pas parce qu'on pourrait dériver et déraper sur la violence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est de la violence conjugale? Non. Là, c'est violence conjugale qui vous suit jusqu'au travail. C'est-à-dire des textos puis des courriels pendant que vous êtes à l'ouvrage. Répétez. Puis de l'espionnage, j'insiste, là, qui viennent checker si vous êtes là. Tout. Oui. OK. On va aller au téléphone. Hector, bonjour. Oui, on vous écoute, Hector. OK. Dans le fond, moi, j'appelle parce que j'ai été l'amant d'une femme que j'ai su par la suite, après quelques premières relations sexuelles, qu'elle vivait de la violence conjugale avec son conjoint qui était jaloux morbide. Oui. C'est une femme qui est dans la trentaine, puis elle a 2 garçons aussi avec cet homme-là. Oui. Pardon? Oui, allez-y. On vous écoute. On vous écoute. OK, c'est bon. Dans le fond, c'est ça. Je l'avais rencontré dans une discothèque, puis avec lui, en plus, c'est intéressant de savoir que c'était lui. Puis, on s'était échangé nos numéros de téléphone, on se textait, puis à un moment donné, on s'est vu. On a échangé un premier baiser. Après ça, on n'arrêtait pas de se texter pour dire on aimerait aller dans une chambre d'hôtel. Ce qu'on a fait par la suite, on a eu des relations sexuelles complètes. Puis, j'ai su direct le lendemain, en fait, que ça allait pas très bien. Puis là, j'étais comme, OK, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Puis elle m'a envoyé une photo, elle a vu un œil au Bernard. J'ai dit, wow, qui a fait ça? Ça date de quand? Elle dit, c'est son conjoint qui a fait ça. En fait, le soir même que je l'avais rencontré la première fois dans la discothèque, le simple le fait qu'on avait échangé des regards puis on se parlait, en fait, lui, il checkait ça de loin puis d'à côté. Puis après ça, à ce qu'il paraît, ça avait été la grosse engueulade à la maison, puis les menaces, tout ça, le serrage de bras. Puis après,
elle m'a envoyé ça parce que je pense qu'elle me n'avait assez. Là, elle m'avait à l'aise. À votre connaissance, Hector, est-ce Oui. que le conjoint violent avait poursuivi son acharnement contre elle au travail? Probablement que oui, mais je ne sais pas. Je veux dire, son acharnement était surtout quand que... Pardon? Son acharnement. Probablement que oui, mais elle me l'avait pas dit, elle, OK. en fait. OK. Parce qu'on va jusque-là aujourd'hui, là. Parce que OK. le problème, c'est on fait quoi avec ces individus? Elle a fini par se protéger, Hector? C'est ce que vous nous dites? Ben, en fait, ça s'est plutôt mal fini, là, malheureusement, parce que je sais pas si on peut appeler ça pour une manière de protéger. On était des amants et puis ça a duré tout un été. Puis, aux dernières nouvelles, c'est venu jusqu'aux oreilles de moi et 2 amis, puis on l'aidait à essayer de s'échapper de ça parce qu'elle avait failli mourir par étranglement chez elle. Ah, boy. On avait dit, OK, ça va pas d'allure, il est bel et bien jaloux morbide, il est extrêmement dangereux, il peut aller jusqu'à tuer sa conjointe, puis ça, on l'a su en écoutant une de vos émissions avec Catherine Godot sur les hommes jaloux morbides. Comment ça s'est fini, à votre connaissance? Comment ça s'est fini, c'est que finalement, quand elle s'est arrangée pour le quitter et tout, et aller dans un autre appartement avec les 2 fils, elle a fini par réemménager avec lui. Puis, on était tous déstabilisés, on savait plus quoi faire, puis elle avait utilisé des prétextes genre c'est parce que j'ai 2 enfants puis je voudrais pas qu'ils grandissent sans leur père, tout ça, puis elle essaie de se faire culpabiliser là. Okay. Elle s'aidait vraiment Mais pas. pourquoi vous dites que vous prétendez que ça l'a mal fini? Ben parce que finalement elle est retournée avec lui puis on a essayé aux dernières nouvelles c'est-à-dire le faire quitter pour qu'elle puisse être seule, protégée, en sécurité dans un autre logement, puis que lui n'aille pas contrôle de son environnement et tout ça. Ouais. On ne sait pas s'il a modifié son comportement suite à la séparation. Et pendant combien de temps que le processus de contrôle a duré? En tout cas, on n'est pas au courant de la suite. Ouais. Hector, merci beaucoup, merci. Hector, d'avoir signalé. Merci beaucoup. Puis, oui. Son comportement, on ne sait pas s'il a changé. Ça se change, ça? Ça se contrôle. Parce que, oui, il y a des individus qui peuvent se contenir. Qui peuvent se contenir un certain nombre de semaines, de mois ou d'années. Mais de là à faire... C'est un peu jouer à roulette russe, selon moi, là? Ça peut être l'équivalent de jouer avec un revolver russe avec une balle dans le chargeur de 6 trous. On va à la pause. Effectivement. On veut vous parler. Et aujourd'hui, la violence conjugale, là, c'est large. On le sait maintenant, grâce aux statistiques là, de l'article en tant que tel, que ça touche 1 Canadienne sur 3. Mais là, on veut vraiment prendre l'angle du milieu de travail. Oui. Donc, aujourd'hui, si vous nous appelez, c'est parce que vous avez vécu la violence conjugale qui vous a suivi jusqu'à votre travail. Fait que vous appelez en tant que femme qui l'a vécu, en tant qu'homme qui l'a créé, cette violence-là, et en tant qu'employeur aussi, qui avait eu à gérer la situation. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. On parle aujourd'hui de violence conjugale jusqu'en milieu de travail. Là. Le conjoint qui harcèle, qui texte, qui envoie des courriels, qui va suivre sa compagne, qui va l'espionner. On a Manon, je dis son nom parce que c'est sur la page Facebook, elle dit « violence verbale. En plus, je travaillais à la même place que lui. Quand je l'ai laissé, il s'est transformé en monstre. » Fait que ça, imaginez quand ça arrive, en plus que tu travailles en même place, c'est pas évident. Oui, il est important parce que l'histoire de tolérance zéro en milieu de travail, là, théoriquement, c'est mignon comme tout. Concrètement, ça se passe pas comme ça. Alors, il y a beaucoup de relations intimes qui se développent. Tolérance zéro de couple en milieu de travail, oui. Je comprends. Tolérance zéro en termes de fréquentation. De fréquentation en milieu de travail.
Je regrette, c'est un flop monumental. Ah ouais. Maintenant, comment gérer? Oui, il y a des façons. Il y a des façons, on prévoit, le moindrement qu'un certain nombre de personnes, et que ce sont des milieux mixtes, il va y avoir des relations intimes, des fréquentations qui vont se développer parmi les employés, avec des dérapages. Mais oui, pourquoi on ne prévoirait pas d'avance? S'il y a quelqu'un qui est mal pris, il y a une personne qui est identifiée, une femme qui est d'un certain âge, qui est reconnue pour avoir un bon jugement, qui accueille des confidences de ses compagnes de travail là-dessus, puis de concertation avec un homme ou deux, ça ne demande pas une grosse équipe d'intervention, là. Mais souvent aussi, c'est honteux. Tu sais, la personne qui vit ça, je me demande jusqu'à quel point elle est à l'aise que ça se sache dans son milieu de travail. Oui, mais dans certains cas, on n'aura pas le choix, là, ça paraît. La personne est timorée, la personne est nerveuse, ses gestes sont beaucoup plus brusques, elle ne sourit plus, quelque chose qui se passe, là. On va aller au téléphone, on va parler avec Louis. Bonjour, Louis. Bonjour, José. Bonjour, docteur. Oui, Louis. On vous écoute. Il y a un autre joueur qu'on oublie de temps en temps dans ce milieu-là, c'est les syndicats. Okay. Moi, je suis un représentant syndical et j'ai déjà été obligé d'intervenir dans un dossier, justement, de violence conjugale auprès d'une dame qui travaillait de nuit dans un centre hospitalier. Oui. Auprès de l'employeur pour mettre en place des mesures de sécurité dans ce cas-là, parce que la dame, bien évidemment, un hôpital, c'est ouvert 24 heures, donc aux archives, c'est un peu isolé, c'est loin un peu de toute la circulation, donc on avait intervenu pour mettre en place des serrures barrées, système de caméra, aussi former et informer les agents de sécurité, bien évidemment. Qui, eux, avaient, bien évidemment, on avait mis en place la photographie de l'individu qui venait. Puis lui, surtout, c'était parce qu'il venait la harceler verbalement, puis il venait surtout s'aîner de l'argent, là, parce que c'est un homme qui avait des problèmes de consommation, etc. Donc, on était intervenu dans ce sens-là. Bon. Et combien de fois, à votre connaissance, notre champion s'était présenté sur le lieu de travail pour importuner votre collègue? Bien, avant qu'on intervienne, c'était assez régulier. Je vous dirais peut-être 2-3 fois par semaine. Là, c'était régulier. Après qu'on soit intervenu, ça a peut-être pris, je vous dirais, 3 semaines, 1 mois, où il est revenu la première semaine. Si je me souviens bien, il était venu 3 fois. Puis après ça, il s'était réessayé une fois la semaine d'ensuite. Et après, ça avait pris quasiment 1 mois avant qu'il revienne, là. Puis après ça s'était calmé, là, parce qu'on avait mis aussi en place un registre de numéros de téléphone d'organismes qui pouvaient venir en aide à cette dame-là, qu'on a après ça rendu disponible dans l'établissement comme tel pour, si jamais il y avait d'autres personnes qui étaient prises dans cette situation-là. Bon. Et en bout de ligne, ce que je comprends, c'est qu'elle a fini par le quitter, là. Bon. Alors, vous avez été d'un support valable. Effectivement, j'en ai beaucoup contre l'impuissance. Il y a des moyens concrets qui peuvent être mis de l'avant, dépendamment des situations. Alors, chaque cas est un peu un cas d'espèce. Les archives étant isolées chez vous, dans votre centre hospitalier, serrure barrée, caméra. Du concret, c'est ça. Oui. Moi, l'idée de la caméra, c'est intéressant, ça. Oh oui, des preuves. Ça prend des preuves. Oui. Merci Excellent, beaucoup, Louis. Merci. Merci de nous avoir appelés. Mais j'aime ça. Ça, c'est vraiment des précautions. Puis la femme pouvait travailler l'esprit tranquille, sans avoir à s'inquiéter. Hey, ça doit-tu mal travailler? Alors là, on a notre drogué qui se présente, qui vient s'aîner de l'argent. Et écoutez bien la passe, là. Pourquoi notre dopé, notre drogué, se présente en lieu de travail pour obtenir de l'argent? C'est qu'il crée une pression supplémentaire pour l'employé qui est devenu très mal à l'aise, la conjointe est très mal à l'aise face aux autres. Pour mettre fin rapidement à la visite impromptue, elle lui donne de l'argent. Pour avoir la paix. Ce qui est inacceptable dans le cas qui nous a été raconté, c'est le temps que ça a pris. Alors là, la raison pour laquelle on en parle ce matin, c'est que les réponses doivent être plus rapides que ça, là.
2-3 fois par semaine pendant des mois, non. Une fois ou deux, puis on réagit. Et On va parler maintenant avec Nathalie. Bonjour. Bonjour. Nathalie, Oui. on vous écoute. Je ne sais pas par où commencer. Vos sujets sont toujours intéressants, celui d'aujourd'hui particulièrement. Là. Moi, j'ai une entreprise et j'ai eu une employée qui était aussi mon amie et qui vivait chez elle des situations de violence. Oui. Par contre, cette femme-là, elle aussi, elle était prise dans ça, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment le cycle là, de la femme battue qui retourne toujours dans ça. Fait qu'à chaque fois qu'elle s'en sortait, elle retournait dans la même situation. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'elle a quitté sérieusement. Nathalie, oui. Nathalie, ici, là, on se limite ce matin à la violence qui se continue jusqu'au travail. Exactement. Est-ce qu'il est arrivé des incidents au travail concernant votre employé, votre ami? Oui, justement, c'est que lorsqu'elle le quittait, lui perdait le contrôle de où elle était, qu'est-ce qu'elle faisait. Fait que là, il se mettait à appeler au bureau pour savoir, bon, à quelle heure elle travaille, à quelle heure elle va être là, est-ce qu'elle travaille encore chez vous. Fait que là, j'étais obligée de dire à tous mes employés, bon, ben là, s'il appelle, vous devez pas lui donner d'informations, vous lui demandez de pas appeler. J'ai demandé aussi des mesures d'éloignement de l'entreprise. Fait qu'au moins, quand elle était chez nous, elle pouvait être en paix. Son monsieur travaillait à l'extérieur de la région et on le savait, là, quand il était pour arriver, mettons, à l'intérieur de 3-4 jours, là, elle devenait plus fonctionnelle du tout au bureau, qu'elle soit avec lui ou non, là, qu'elle l'ait quitté ou non. Ça a duré combien de temps, l'histoire de ces appels au bureau? Ça a duré combien de mois ou d'années? Bien, c'était par période, là. Ça dépendait si elle était avec lui ou non. Sur une période de combien d'années? Oh, sur 8 ans. Hey, hey. Bon. Alors, Nathalie, il est important de prendre des mesures efficaces. Est-ce que vous avez déjà enregistré ce champion-là? Oui, enregistré, mis des caméras. On lui a donné du soutien psychologique à elle pour qu'elle puisse se sortir de ce cycle-là. Attendez. Oui. Vous n'êtes pas une travailleuse sociale, là. Bon. Je sais. Est-ce que vous avez déjà enregistré et refilé les enregistrements aux policiers? Oui, parce que je l'accompagnais dans les maisons où ce qu'elle allait quand elle le quittait avec Nathalie, elle a dit oui. Elle a dit oui. Non, mais attendez un peu. Oui. Je vous pose une question, puis vous répondez par les maisons d'hébergement. Vous l'accompagnez. C'est pas ça que je veux savoir. C'est qu'on partait avec les enregistrements. Là. Moi, j'accumulais tout ça, puis quand elle a décidé de porter plainte, bien là, on le faisait. Bon. Est-ce qu'elle a porté plainte à la police? Oui. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné qu'elle se ramassait en maison avec sa fille, puis qu'ensuite, elle retournait avec lui. Non. Sur le plan... Nathalie, qu'est-ce que les policiers ont fait? Ils ont pris ces réclamations. Ils nous ont conseillé, nous, de dire de continuer à demander des mesures d'éloignement par rapport à l'entreprise et tout ça. Ça, c'était au niveau professionnel. Mais est-ce que l'homme s'est déjà présenté au travail? Oui. Combien de fois? À peu près. Je vous dirais à 3 reprises. Parce que c'était le plus intense, là, 3 reprises dans un court laps de temps. Qu'est-ce que vous avez fait lorsqu'il s'est présenté au travail? On avait déjà une mesure d'éloignement, fait qu'on appelait les policiers. OK. Et les policiers, est-ce que les policiers sont venus? Oui, les policiers sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, vu qu'il avait fait des menaces de s'en prendre à lui, on a dû faire, nous, une déclaration qu'on avait peur pour sa vie. Fait qu'ils sont allés chez eux, aller chercher ses armes à feu qui n'étaient pas enregistrées. Bon. Ah, tiens. C'est intéressant. À force de questionner, on trouve des petites choses. Comment il a trouvé ça, se faire enlever ses fusils, notre comique? Ah, il nous en a voulu longtemps, mais le pire, c'est que cette femme-là aussi m'en a voulu. C'est ça qui Nathalie, peu importe. Peu importe, oui, on y va une chose à la fois. Attendez un peu. Comment il a trouvé ça, le comique, et de se faire enlever ses fusils, et pendant combien de temps on lui a enlevé ses fusils? Je ne sais pas combien de temps. Ce que je sais, c'est que finalement, il y avait des fusils qui n'étaient pas enregistrés, il y avait des fusils illégaux. Fait que je sais qu'à cause de ça,
il y a eu un dossier judiciaire. Bonne affaire. Ça commence à être intéressant. Voyez-vous, lorsqu'on cherche des solutions efficaces, ça nous arrive, ça augmente les chances d'en trouver. Oh! Il a commencé à trouver ça moins comique, là. Là, il y avait la police sur le dos, il y avait un dossier judiciaire, des armes à autorisation restreinte. Oh! Intéressant. Merci d'en témoigner. Vous savez, ça fait plaisir. à partir du moment... Puis, on ne peut pas en vouloir à cette femme-là. Non. Parce que, non. Elle a réagi comme elle a réagi. Le but n'est pas de l'accabler. Mais Non. le but est de prendre des moyens les plus efficaces possibles pour la protéger. Merci, Nathalie. Exact. Et lui, il a demandé d'arrêter de travailler, fait qu'elle est retournée avec lui, puis ils sont isolés maintenant. Elle est encore avec. Oui. Merci. Puis elle travaille plus. Merci. Merci. C'est ça qui est... Tu sais, ce matin, là, c'est délicat. Les employeurs qui veulent aider, qui veulent gérer. Il y en a qui... Savez-vous quoi? Moi, ça me tente quasiment de le lire textuellement. Je voulais le trafiquer pour que ça soit mieux dit, là, mais moi le dire textuel. Oui, allons-y. Homme 33, Gatineau. Moi, je prendrais pas un trou de balle par un fou pour une femme qui retourne encore avec sa marde. Non, merci. C'est pas la job de s'occuper de la vie des autres. Tu sais, c'est... Quand on entend, tu l'aides, tu fais la police, tu mets des mesures, puis que la madame elle retourne quand même avec, c'est sûr qu'il faut se dire, elle a sûrement peur, elle a sûrement des raisons, mais c'est pas toujours facile à comprendre. Là. Ben non, c'est pas... Et ce n'est pas parce que ce que vous venez d'entendre peut survenir qu'il faille s'abstenir pour autant. Alors, cher ami de 33 ans, ça vous regarde. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt à intervenir, je peux vous assurer qu'il y a des hommes qui le sont. Ça, au moins, j'ai cette conviction-là, par expérience professionnelle. Ouais. On va à la pause. Racontez-nous ce que vous avez vécu en milieu de travail. Est-ce que vous avez eu un conjoint qui vous poursuivait, qui vous harcelait jusqu'en milieu de travail? Doc Mayou a lancé la perche aux hommes. Si vous l'avez fait et que vous voulez nous téléphoner, vous êtes les bienvenus. On va vous écouter. Oui. Par texto aussi, soit dit en passant. Et si également vous êtes un employeur qui avait eu à gérer une telle situation, c'est le temps aussi de nous parler. 1-877-670-9330. Au réseau Cogeco. Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Je vais vous lire un message que nous avons reçu et tout de suite après, nous allons aller en Chaudière-Appalaches parler avec Jeanne. C'est une femme, elle dit « J'ai vécu la violence conjugale sous différentes formes et au travail. Il me textait, appelait sans arrêt, mais n'est jamais venu au bureau. Il a commencé à texter mes collègues masculins, à les appeler. Au départ, mon employeur s'est montré compréhensif. J'ai quitté pour un congé de maladie car c'est rapidement devenu trop intense. Lorsque j'ai voulu reprendre le travail après 3 mois, il m'a suggéré de rester en maladie en me mentionnant que je n'avais plus ma place au sein de l'équipe actuelle, tout en ajoutant que mes problèmes personnels avaient dérangé tout le monde au bureau et que pour cette raison, il préférait que je reste à la maison. Ma famille, mes amis, à l'exception d'un seul, qui elle aussi a reçu des appels et des messages, m'ont mis de côté car selon eux, je suis le problème puisque j'y suis retournée par le passé. Très peu de compréhension de ce qu'est la violence conjugale encore à l'aube de 2020. Oui. Alors, les textos, s'il vous plaît. Textos envoyés aux collègues de travail sont une mesure concrète, une preuve d'harcèlement. S'ils sont répétés. Exact. Alors, capture d'écran, ça existe, ça vous dit quelque chose, une capture d'écran, et vous l'imprimez. Comment se fait-il que je doive recommander des éléments aussi simplets? Vous recevez, il y a une situation qui se détériore avec des textos, vous les imprimez, puis vous montez un petit dossier. Puis quand vous remettez ça à la police, aïe aïe. Mais Doc, oui. Ce que vous dites, je le comprends. Mais dans ce que je lis du message, elle ne l'aurait pas fait, là. Elle en veut à ses collègues. Elle en veut à son patron qui, au départ, était compréhensif, qui n'est pas compris qu'elle est retournée chez lui dans le passé. Bon. Fait qu'il faut quand même... Les mesures, je pense que les femmes les connaissent en 2019, bientôt 20, là, que ça se fait une capture d'écran
Mais encore faut-il qu'elles le veulent. C'est ça qui est triste. Il y a des différences de genre importantes. Vous savez, on a beau vouloir annihiler l'influence de genre, mais il y a des différences. À quoi vous faites référence, là? Une femme qui est menacée, c'est une femme qui est menacée. Elle ne prend pas les mêmes mesures qu'un homme qui est menacé. Est-ce qu'on pourrait comprendre ça en 2019, à l'aube de 2020? On ne peut pas s'attendre collectivement que les hommes et les femmes vont réagir de la même façon aux menaces. Menace un homme pour le fun. La carabine ne sera pas loin. Je m'entends te le dire. La nature masculine, c'est ça. Pourquoi tu penses, toi, qu'en Suisse, il y a un fusil de guerre par maison avec un homme de 45 ans et moins? Un homme, tu menaces pas ça, parce qu'il peut prendre des mesures mettant ta vie en danger. C'est une menace. Est-ce qu'on a la même réaction chez les femmes? Non. Il faut croire que non. Pas du tout. Sophie, bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Sophie. On vous écoute, Sophie. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. On vous écoute. OK, bon. Dans le fond, moi, j'étais propriétaire d'un service de garde en milieu familial, puis le conjoint que j'avais à l'époque, on a été ensemble sur une période de 5 à 6 mois, je vous dirais. Oui. Puis un jour, là, avec les événements de violence verbale, physique, etc., il a commencé à se présenter pendant le dodo de mes amis ou n'importe quand parce que je répondais plus au téléphone puis j'avais décidé de sortir de ma vie. Donc, il a même fallu que je ferme ma garderie, là, dans le fond, parce que j'avais peur qu'il se passe quelque chose durant mes heures d'activité, là, finalement. Oui. Oui. Vous étiez seule à la garderie? Oui, j'étais la seule à opérer la garderie. Puis, mais j'avais 6 enfants, par exemple, avec moi, là. Oui. Vous étiez seule d'adulte? Oui, exactement. Oui. Et notre comique en profitait pour vous intimider ou vous faire peur? Oui, exactement. Puis ça a été à partir du moment où est-ce qu'il a senti qu'il n'y avait plus d'emprise sur moi, puis ça a dû malheureusement se rendre par protection pour moi à la fermeture de ma garderie, puis à ce que je fasse plainte, là, une plainte en bonne et due forme à la police. Là. À la police. Et ça s'est soldé comment, Sophie? Procès. OK. Il est accusé. Attendez. Avant le procès, il y a des accusations. De quoi a-t-il été accusé? Agression sexuelle, menace de mort, voie de fait causant lésion, entrée par effraction, etc. Là. Ouais. Puis il a été accusé de tout ça? Il a été reconnu coupable de tout ça? Oui, il a été reconnu coupable, mais j'étais pas la seule victime, donc sans nécessairement rentrer dans trop de détails pour pas être reconnu, là. Moi, j'ai pas été capable de terminer mon témoignage, donc tous les chefs d'accusation qui étaient en lien avec moi ont été retirés. Donc, finalement, en date d'aujourd'hui, je ne suis plus considérée comme une victime. Puis, donc, il n'y a plus de conditions par rapport à moi. Là, c'est comme si j'avais jamais existé parce que quand je suis arrivée au procès, on m'a montré des photos, on a essayé de me faire sentir que c'était moi la coupable au final, quand dans le fond, c'est la job de l'avocat de l'accusé, de faire ça, d'intimider la victime. Donc, j'ai pas été capable de terminer le procès, mais il a été reconnu coupable pour les autres, autres victimes. Sophie, racontez-nous. Oui. Le fait que vous n'avez pas été capable de terminer votre témoignage. Racontez-nous ça. OK, mais en fait, ça a été un long processus là, sur quelques années. Non. Sophie, concentrez-vous là. Concentrez-vous. Oui. Il s'est passé quoi pour que vous ne puissiez pas terminer votre témoignage en cours? Me remémorer tout ce qui s'était passé. Ensuite, de voir les photos de mes blessures. Parce que je les avais jamais revues. Puis de me faire poser des questions spécifiques. Donc, il fallait que je réexplique et que je prouve que j'avais réellement vécu ça. Donc, attendez un peu, Sophie. Oui. Vous êtes en train de nous dire qu'on vous a montré des photos de vos blessures que vous n'aviez pas vues?
j'avais pas vu les photos, je ne les jamais. J'avais déjà vu mes blessures, évidemment, mais les photos, je ne les avais jamais vues. Puis quand je les ai vues, je me suis effondrée, je suis sortie de la salle de cours. Puis, la procureure de la Couronne, oui. Sophie, expliquez-nous, comment se fait-il que la savante procureure de la Couronne ne vous ait pas préparé à ce qu'elle allait vous exhiber? Expliquez-nous ça. Je le sais pas. Je pense que je le saurai jamais non plus parce que je sais pas. Je pense que c'était pour faire sensation ou pour que ce soit plus crédible. Je sais pas, mais finalement, moi dans mon cas, ça pas que ça m'a brisé plus d'aller témoigner, mais ça a tellement été un long processus. C'est bon de consultation, de réécouter ma déclaration vidéo. Vous êtes en train d'insinuer quelque chose d'extrêmement sérieux. Qu'il y aurait des avocats de la Couronne qui ne préparent pas leurs propres témoins. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Bien. Pas suffisamment bien. Oui, exactement. Puis c'est pas à coup de 5-10 minutes avant une date de procès, de faire un petit topo vite rapide, comme si on allait passer un examen de conduite. Là. Je veux dire, c'est pas ça du tout. Là. Fait que non, j'ai pas... non, Sophie, je trouve que ça... on vous demandera pas son nom. Dans quelle région du Québec ça s'est passé, ça? J'ai pas vraiment envie de répondre parce que c'est quand même récent. Merci. OK. Merci. On a compris beaucoup, le message. Sophie. Merci. Merci. Pas fort. Au moins, il était reconnu coupable, là, parce qu'il y avait d'autres témoignages. Mais il aurait pu s'en sortir. Là. Si elle avait été la première victime ou la seule, Exact. c'est bête acté. Oui. Elle voulait faire un show. Hey, la justice, c'est pas un show. Aïe, aïe. Ça, non, José, cette histoire-là de Sophie est anecdotique. Une fois par année, dans tout le Québec. J'espère. Oui. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. On va aller au téléphone tout de suite parler avec Marie de Québec. Bonjour, Marie. Bonjour. Oui, Marie, on vous écoute. Oui, dans le fond, moi, j'ai vécu de la violence conjugale pendant environ 2 ans et demi. Ça venait souvent au travail à cause que, justement, c'est moi qui ai texté tantôt qui disait que je sortais avec quelqu'un qui n'était pas à son emploi. Et comment? C'est allé... Attendez un peu, j'ai pas compris, là. J'ai pas entendu. M'entendez-vous bien? Oui. Oui. Marie, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que votre conjoint vous poursuivait jusqu'à votre travail? Ah oui, quand même vraiment souvent. Il allait jusqu'à prendre l'autobus avec moi pour s'assurer que j'aille vraiment au travail, que c'est pas un mensonge. Oui. Puis il attendait dans le stationnement, tout. Il y a des moments où je sais qu'il me battait, il n'y avait pas besoin d'aucune raison, rien, mais mon employeur, c'était une madame vietnamienne. Je travaillais dans un restaurant vietnamien, puis elle pouvait voir toutes les signes, tout, mais ça paraissait pas dans mon... Quand que je travaillais, ça paraissait pas parce que j'étais capable de faire la différence entre mes émotions puis mon travail. Mm-hmm. Puis elle, la seule chose qu'elle pouvait faire, mais c'était elle m'avait acheté des uniformes avec des manches longues, des bracelets aussi pour cacher. Puis des fois, elle voulait aller me maquiller dans la salle de bain pour pas que ça paraisse, parce que des fois, j'avais des bleus. Puis pour vous aider, ça y a pas tenté d'appeler la police aussi au lieu de vous déguiser? Hein? Mais qu'est-ce qui est difficile avec ça, avec la police, c'est que si moi, je veux pas parler contre mon chum de ce moment-là, mais elle aussi, quand quelqu'un ne veut pas s'aider, ne peut pas vraiment aider cette personne-là. Puis vous, c'était quoi? Ah, on va en profiter pendant que vous êtes là. Vous, qu'est-ce qui fait que vous ne vouliez pas dénoncer votre chum de l'époque? Dans ce temps-là, j'avais déménagé dans une région que je connaissais pas personne. J'étais vraiment seule. Ma famille était loin, tout. Puis une fois que tu tombes en amour, c'est même si tu veux pas vraiment t'en aller. Marie, quel âge avez-vous? 29. Vous avez 29 ans? Oui, mais ça, c'est arrivé quand j'étais plus jeune, j'avais environ 21 ans. À 21 ans. Vous savez, comment pouvez-vous nous servir le propos à l'effet que lorsqu'on est en amour, on ne pourra pas porter plainte si on se fait battre?
Est-ce que déjà c'est ça, porté d'abord, plainte. est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Je ne veux pas vous mettre des mots en bouche, là. Mais parce que j'étais jeune, hein, puis j'avais l'impression que peut-être le fait que quelqu'un m'aime à ce point-là, c'était un signe pour moi qu'il m'aimait vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors là, lorsqu'un c'est comme homme est normal. jaloux, lorsqu'un homme vous accompagne à votre travail jusqu'à l'autobus, à 21 ans, vous prétendez que c'est un signe d'amour. Est-ce que c'est ça que vous Non, nous mais dites? parce que quand j'étais jeune, je comprenais pas ça, mais là, aujourd'hui, je sais que c'est pas Non, le non, cas. non, mais non, à ce non, non, moment-là, attendez. Non. Est-ce qu'à 21 ans, on peut admettre qu'une femme ne soit pas capable de comprendre certains comportements abusifs d'un conjoint? Est-ce que c'est ça que vous nous dites? j'imagine que je comprenais pas, non? Bon, pourquoi vous ne compreniez pas? Parce que là, vous avez 29 ans, on est en 2019, ça fait 8-9 ans de ça, on avait passé 2010. On met des milliards, on met un tas de milliards par année dans l'instruction, dans l'éducation. Et là, vous nous dites qu'à 21 ans, une jeune femme, interprète des comportements abusifs, contrôlants, possessifs, dangereux, comme étant des signes d'amour. Vous allez nous expliquer ça, là. La plupart de mes chums avaient toujours été un peu jaloux, avaient toujours été dans ce style-là. Fait que pour moi, je pensais que c'était un petit peu normal. Mais lui, il me suis rendu compte. Là, Marie, quand même assez regardez, vite que c'est pas normal. ben, parce que c'est contemporain, ouais. C'est contemporain, là. Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'est-ce qu'on fait de pas correct au Québec avec les fillettes, les adolescentes et les jeunes femmes pour qu'elles soient comme ça à 21 ans, interpréter des signes de possession comme étant des signes d'amour? Qu'est-ce qu'on fait de pas correct au Québec? Pardon? Sérieusement, je ne saurais pas quoi te répondre parce qu'à ce moment-là, pour moi, c'était normal. Marie, vous avez 29 ans, c'est arrivé il y a 8 ans. Oui. Là, on va se faire aller ce qu'on a entre les deux oreilles. Moi, j'aimerais que vous nous informiez à quel endroit on a failli envers vous. J'imagine parce que j'ai grandi dans une situation où c'est que c'était quand même assez fréquent. Que? Ma mère, elle, se faisait battre aussi, puis elle restait avec mon père pendant au moins 5 ans, durant ce temps-là. Fait que je voyais les signes dans mon père, mais c'est pour moi, Avez-vous c'est été comme... témoin des Non. abus, de la violence envers votre mère? Non, le seul moment où je me suis rendu compte que c'était étrange, c'est quand que j'entendais ma mère rire aux éclats dans la chambre. Mais ça sonnait pas comme un vrai rire. Puis plus tard, elle m'a expliqué qu'elle riait pas, elle faisait juste pas faire en sorte qu'elle pleure, elle riait genre pour me faire croire. OK, Marie. OK, on va s'arrêter là parce que j'abandonne. C'est rare que je fais ça, j'abandonne. Là, ma mère se faisait battre pendant 5 ans, mais je l'entendais rire aux éclats. OK, j'abdique. Je vous remercie beaucoup. Mais moi, ce que j'ai compris, Marie, c'est que vous pensiez qu'elle riait alors qu'en fait, elle pleurait, c'est ça? Oui, mais je pensais qu'on allait plus parler au niveau du travail, là, mais... Non. OK. Non, c'est correct parce que... Non, rire aux éclats. Oui, mais je l'ai jamais vu. J'ai jamais été témoin. Ben là, ça se faisait battre. Non. Elle riait. Non, écoutez, on peut pas... C'est difficile de le comprendre. Là. Oui, là, ça marche pas. Là. C'est tout de travers, c'est tout croche. Okay. Et c'est contemporain. Alors, est-ce que le cas de Marie est anecdotique? Répandu? Jusqu'à quel point c'est répandu? Aucune idée. On va continuer à s'intéresser au phénomène. Oui. Puis merci d'avoir appelé. Oui. Puis on va parler avec Jeanne au retour de la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. On a appris en fin de semaine qu'il y avait une travailleuse sur 3 qui dit subir de la violence conjugale. Ouais. On a appris que 3/4 des employeurs ont déjà eu à gérer une situation avec une employée qui subit de la violence conjugale. On veut savoir de votre côté si vous l'avez déjà vécu. Nous allons parler avec Jeanne. Bonjour, Jeanne. Bonjour. Jeanne,
J'ai déjà vécu quelque chose de semblable. En fait, c'est une perte d'emploi. J'ai perdu mon emploi. Mon mari, à l'époque, il appelait à plusieurs reprises. Là. On s'entend que les cellulaires n'étaient pas très, très à la mode à l'époque. Jeanne, on parle il y a combien d'années, là? Parce qu'on va être prudent. On parle de 9 ans. Il y a 9 ans. Bon, c'est quand même pas si loin. OK, oui. Continuez. 9 ans. Je recevais des appels fréquents. Oui. À un moment donné, l'employeur a dit, il faudrait peut-être que tu dises à ton mari qu'il appelle moins souvent. Oui. Je lui ai pas dit parce que j'en avais trop peur. Et finalement, ça s'est traduit par on m'a remercié et j'ai été mis à la porte. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pardon? Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Par la suite, moi, j'ai retrouvé un autre emploi. Là, la problématique qui s'en est suivie, c'est que quand c'est le temps de partir, il y avait toujours quelque chose à me dire. Attends, il faut que je parte, je vais être en retard. Finalement, j'arrivais souvent en retard et j'ai eu tout aussi remercié parce que j'étais pas à l'heure. Bon, continuons. Il arrive quoi par la suite? Par la suite, là, je me suis ramassée à la maison un petit peu plus longtemps. Oui. J'ai l'impression que, pour lui, le fait que je sois là, qu'il me voit, ça réglait bien les problèmes. C'est quand j'allais travailler, là, il y avait... Oui. À un moment donné, j'ai fait du travail. Oui. Alors, vous êtes rendu à quel âge, à la maison. Vous êtes rendu à quel âge? J'avais environ entre 35 et 40 ans. Non. Là, vous avez quel âge? Moi, je suis rendu à 55. 55 ans. Et oui. Comment ça a évolué, votre situation conjugale? Ça finit par dégénérer à un moment donné. Je suis partie. Oui. Parce que, c'est intenable. Je suis partie. J'ai fait une demande de divorce. Quand on était rendu à se présenter en cours, il est venu me parler. C'était pas le même personnage. Là. Il a joué du violon. Oui. Là, je pensais aux enfants. Et puis, je suis retournée avec. Comme bien des femmes ont fait, vous ont parlé. Oui. Là, c'était pire. Ça a été vraiment infernal. J'ai eu toutes sortes de... Il s'est passé toutes sortes de choses. J'ai jamais porté plainte parce que moi, je restais à l'extérieur. La famille était loin. Oui. Il n'y avait pas d'hommes dans les entourages non plus pour... Jeanne, j'ai une question pour vous. Vos enfants, ont-ils été témoins de ça, de la violence, du harcèlement et tout ça? Les enfants ont été témoins. Non, ce qu'ils étaient témoins, parce que ça se passait pas devant eux autres. Ils étaient témoins plus des altercations verbales. Ils ont été témoins d'entendre votre mère est folle, votre mère est inadéquate, votre mère est comme ci, votre mère est comme ça. Mais quand vous étiez rendu à la cour pour régler tout ça, puis qu'il vous a sorti le violon, avec le recul, comment vous expliquez ça? Que vous êtes retourné, vous étiez rendu, là? Moi, je vais vous le dire comment je me l'explique. Je parlerai pas pour tout le monde. Mais pour moi, ce que je comprends aujourd'hui, c'est l'emprise psychologique était très, très forte, à mon sens, pour moi. Je parle pour moi. Parce qu'il y a eu une deuxième séparation, puis celle-là, je l'ai menée jusqu'à terme. Okay. Il y a combien d'années? Il y a environ, ça fait 5 ans. Et comment ça s'est passé, la deuxième séparation? J'étais mieux préparée. J'ai fait appel à une avocate qui m'a soutenue, contrairement, c'est triste pour la dame qui a parlé avant, là, mais mon avocate à moi m'a préparée parce que dès qu'on se rencontrait, écoute, je tremblais de la tête aux pieds. Donc, vous allez rencontrer votre mari. Attendez un peu, Jeanne. Tout à l'heure, c'était une avocate de la couronne. C'était un procès au criminel. Alors, vous, votre deuxième séparation, c'est un procès civil. Oui. Continuez. Effectivement, oui. Puis vous aviez une avocate, puis elle a été efficace, elle a été bonne avec vous. Elle a été efficace. J'ai obtenu le divorce. J'ai obtenu pas mal ce que je voulais. Le comportement du conjoint. Écoutez, j'ai été très, très surprise. Je m'attendais à ce qu'il sorte l'artillerie lourde. Puis finalement, il est arrivé habillé tout croche, puis il a essayé de faire piquer devant le juge. J'ai vraiment été surprise. Non, comportement envers vous, pas en cours, envers vous? Envers moi, moi j'étais accompagnée, fait que il n'est pas venu me parler, là. Mais après la séparation... Il vous a harcelé? As-tu continué? Oui, après, il y a eu, il y a quand même eu du harcèlement parce qu'il restait... oh, Seigneur, maudit.
Ce qui est arrivé après, il y a eu la séparation du patrimoine familial. Ça a été une guerre. Oui. Ça a été une guerre parce que la maison était aux deux noms. Oui. Et il voulait pas vendre. En tout cas, finalement, en désespoir de cause, j'ai racheté sa part. Oui. Pour avoir la paix. OK. Et puis le faire sortir du portrait. Puis moi, je me disais, je prends la responsabilité de revendre cette maison-là. J'en voulais pas. Il y avait trop de mauvaises choses là-dedans. Si on avait pu prolonger, vous avez mentionné l'emprise psychologique du conjoint sur vous. Oui. C'est quoi cette affaire-là? Je vais vous le dire. Quand on s'est séparés. Cette valeur, on n'a plus le temps, malheureusement. L'emprise psychologique, Josée. Il y a combien de femmes qui sont sous l'emprise psychologique d'un homme? On va-tu faire une émission là-dessus? Ben, j'ai l'impression que si, quand ça te tentera. On peut faire ça demain, ça ne dérange pas. À demain, tout le monde. Ouais. Bye. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.